Bonjour, aujourd'hui nous avons le plaisir de rencontrer Sarah Djily Alaoui à l'Université de Strasbourg, dans le contexte de la journée d'études Scénariser la danse par le numérique. Cette initiative s'inscrit entre la recherche et la création de danse avec l'usage du numérique et les perspectives qui se ouvrent pour la chorégraphie. Également, la journée d'études collabore avec le projet Géodance, l'axe expérimental d'une recherche postdoctorale accueillie au laboratoire ACRA 3402 à l'Université de Strasbourg. Notre invitée, Sarah Djily Alaoui, est maître de conférence à Paris 11 en interaction homme-machine. Elle est danseuse, chorégraphe, artiste numérique et analyste du mouvement Lavan. Avant son poste actuel, elle a été chercheure à la School of Interactive Art and Technology à l'Université de Simon Fraser à Vancouver, au sens du projet Moving Story. Elle est titulaire d'un doctorat d'informatique à l'Université Paris-Sud 11 Éric Cram, Centre Pompidou. Elle a un master à l'Université Joseph Fourier et un diplôme d'ingénieur à l'ENSIMAG, en mathématiques appliquées et informatique et plus de 20 ans de formation en danse contemporaine. Bienvenue Sarah, merci d'accepter notre invitation. Merci de m'avoir invitée. Bon, c'est que nous voulions savoir comment tu t'intéresses à cette croisement d'apparemment deux disciplines totalement différentes, c'est de l'informatique et la danse. Cet intérêt s'est cristallisé pour moi au niveau du doctorat. Auparavant, je faisais de la danse de façon professionnelle ou semi-professionnelle, et puis j'avais disons un enseignement scientifique, purement scientifique. J'avais fait beaucoup de modélisation à la fac ou dans mon école d'ingénieur, mais c'est vraiment en rencontrant les travaux de Frédéric Béville-Lacroix et de Scott Della Junta que je me suis rendu compte que ce genre d'intersection était possible. Aussi, au départ, mon intérêt était pour l'utilisation du numérique pour documenter la danse. Et ça, c'était par rapport à des problématiques qui m'étaient propres, ou dans un studio de danse, pour remonter par exemple une pièce qu'on avait faite 2 ans auparavant. On avait soit la vidéo, soit notre propre mémoire, et on passait beaucoup de temps à essayer de se rappeler corporellement de ce qui s'était passé. Donc à partir de là, j'ai commencé à investiguer la question de la trace de la danse. Je me suis rendu compte qu'il y avait des notations, et c'était assez curieux pour moi de savoir que même en étant au conservatoire depuis l'âge de 5 ans, etc., j'avais jamais réellement entendu parler de notation, contrairement à une formation de musique. Et la raison est que cette notation-là demandait énormément d'efforts, mais qu'aussi elle n'était pas nécessairement complètement intégrée par la communauté danse, par la pratique ou par l'enseignement, mais que de façon marginale. Du coup, j'ai commencé à réfléchir à comment est-ce que l'outil numérique dans lequel j'étais baignée en tant qu'étudiante pouvait contribuer à documenter, préserver et transmettre le patrimoine immatériel qu'est la danse, et aussi le contenu d'une pièce. Donc par là, j'ai commencé à discuter avec différents chercheurs qui se posaient ce genre de questions, et s'est ouverte une porte énorme d'investigation du numérique dans la danse.
Et donc, à travers cette porte-là qui s'est ouverte sur l'utilisation du numérique pour garder la trace de la danse, j'ai commencé aussi à m'intéresser à l'interaction en temps réel sur scène et à ce que le numérique pouvait proposer ou offrir comme opportunité créative aux danseurs, expressives, possibilités génératives de mouvement. Et c'est là qu'a commencé toute l'aventure, notamment par ma thèse à l'IRCAM, où j'ai utilisé les modèles physiques en temps réel et la reconnaissance du mouvement pour intégrer les qualités de mouvement comme modalité d'interaction. Voilà. Et comment cette expérience, où tu as trouvé ces possibilités pratiques de trouver ces instruments et l'appliquer? Comment s'est passée cette première rencontre avec les numériques, les logiciels? Alors, j'ai eu la chance d'avoir une formation quand même qui est assez technique. Donc l'ENSIMAC, c'est une école d'informatique et de mathématiques appliquées où on apprend vraiment à développer des outils informatiques de toutes sortes, que ce soit pour la modélisation mathématique ou que ce soit le développement informatique qui pourrait être temps réel. On avait aussi des cours d'informatique graphique, d'interaction aux machines. Donc déjà, j'avais ce bagage-là. Et puis être immergé dans un environnement comme l'IRCAM ou le LIMSI, qui est un autre laboratoire où j'ai fait ma thèse, qui est à l'Université Paris-Sud, c'était une vraie chance puisque là, il y avait vraiment des gens qui ont investigué depuis très longtemps le développement d'outils informatiques pour la création artistique. Donc c'était plutôt pour le son à l'IRCAM ou pour la réalité virtuelle au LIMSI, mais c'était des outils qu'on pouvait adapter à un contexte de danse. Les modèles physiques par exemple au LIMSI ou tout ce qui est reconnaissance de gestes qui est pour des applications musicales, donc le geste du violoniste, le geste du musicien en général. Ça a été pour moi un début que j'ai pu réadapter pour l'interaction du corps entier, la captation du corps entier en mouvement dans un contexte de danse. Donc je ne suis pas partie de nulle part, j'ai vraiment été intégrée dans des équipes qui avaient déjà une connaissance, un savoir-faire qui m'avait été très utile. Et par rapport à ces rencontres entre les deux, pour toi, qu'est-ce qui a été la première chose intéressante à tester dans le corps et ces interactions? Alors, au départ, ça a été, je pense, les premières choses que j'ai commencé à faire, ça a été de regarder comment est-ce que je pouvais extraire des silhouettes ou délimiter le volume corporel dans l'environnement numérique. Quand j'ai commencé ma thèse, il n'y avait pas de Kinect, il n'y avait que des webcams ou des caméras assez rudimentaires. Donc il fallait faire tout le travail où il fallait, à partir de l'image, récupérer le squelette, traiter les données images pour récupérer de l'information. Savoir où est la main par rapport à ces pixels qui étaient simplement des couleurs en fait, ou des degrés de gris. Savoir où commençait la tête, où était la colonne vertébrale, ce genre de choses. Donc ça, c'était les toutes premières expérimentations qu'on a faites. Et effectivement, on a fait toute une installation avec ça, donc Double Screen, Double Mind. Plus tard, quelques mois, voire quelques années plus tard, la Kinect était sortie. Donc ça, c'est quand même intéressant parce qu'on est un peu régi aussi par le développement informatique qui vient plutôt de l'industrie. Kinect était sorti et avec ça était sorti tout un tas de logiciels possibles où on pouvait récupérer directement un squelette, une silhouette, même avoir des traitements assez précis qui permettaient de délimiter le corps, les différents membres, etc.
Donc voilà, toutes ces choses-là se développent un peu en parallèle, les expérimentations, on va dire, alternatives. Est-ce que les outils informatiques qu'on obtient de l'industrie, ça se développe à peu près en parallèle. Donc justement, on va discuter à partir de deux extraits de ton travail, Double Sky, Double Main et aussi Word. So you have the relation of the information space and the real physicality of the performer in front of you. Try for yourself to visualize the path of your hair, feel that this is endless, it's continuous, there are no interruptions. Also from a walk, you breathe. At the same time, when you move, it's like you penetrate the space. Press down to your side. Stretch, stretch, stretch. Very, that was the maximum. In fact, you start thinking that the hair around you is getting thicker. Donc j'ai choisi ces deux travaux parce qu'il y a deux types de dispositifs que peut-être tu peux nous parler un petit peu. Donc là, il y a une installation interactive qui a pour but la pédagogie de la danse et un spectacle vivant dans un environnement virtuel. Donc c'est vraiment deux choses bien distinctes. La première installation, c'était une installation où un très large groupe de personnes ont collaboré, Double Skin, Double Mind. Et ce qui était très intéressant dans ce projet-là, et qui est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans mon travail, c'est la pluridisciplinarité de l'équipe. Donc là, il y avait des notateurs du mouvement Laban, donc Laban notateur, notamment Marion Bastien, des designers, Chris Ziegler, des chercheurs, donc moi-même, Frédéric Bevilacqua notamment, et Scott De La Junta, des danseurs et chorégraphes par Berta Bermudez et Emio Greco et Peter Scholten. Donc, et aussi, je dirais, des chercheurs de sciences cognitives, etc. Donc, il y a plusieurs personnes que j'ai dû un peu omettre, mais l'idée ici, c'était de se réunir au sein d'un large projet qui s'appelait Inside Movement Knowledge, qui avait pour but d'étudier comment est-ce que nos différentes disciplines pouvaient contribuer à la transmission et la documentation du vocabulaire dansé d'Emio Greco. Comment est-ce que la notation participait à ça, comment est-ce que les neurosciences ou les sciences cognitives permettaient d'extraire de la connaissance de ce genre de vocabulaire dansé, et enfin comment est-ce que la technologie interactive pouvait contribuer à tracer, transmettre ou documenter ce mouvement. Et donc l'installation était un peu le résultat de toute cette réflexion-là.
Et l'installation a été utilisée par des étudiants en danse à l'école d'art d'Amsterdam. Ici, les étudiants étaient amenés à interagir avec l'avatar des Mio Greco ou avec des visuels abstraits qui leur suggéraient les différentes qualités de mouvement à effectuer ou les différentes directions dans l'espace, les différentes qualités d'extension verticale, tridimensionnelle, différentes qualités de rotation, etc., qui pouvaient effectuer afin de vraiment incorporer le vocabulaire de la compagnie. Et par ailleurs, on a utilisé aussi la technologie de la reconnaissance du mouvement qu'on développait à l'IRCAM au sein de l'équipe qui était dirigée donc par Frédéric Bevilacqua pour reconnaître ce que le danseur faisait et pour lui donner un retour sonore et visuel en fonction de ce qu'il fait, qui lui permettait de le guider vers la qualité voulue. Donc là, l'interaction avec la reconnaissance du mouvement ou la reconnaissance de geste avait vraiment pour but de donner un retour qui guidait le danseur pour l'apprentissage. Le deuxième exemple que tu as choisi, donc Words, où j'étais danseuse, c'était une collaboration avec Tekla Schifforst et Thomas Goldberg, où l'idée c'était d'une part de faire communiquer deux environnements de danse. Il y avait Montréal et Vancouver, donc il y avait une danseuse qui était à Montréal et 3 danseurs et une voltigeuse qui étaient à Vancouver, placés à différents endroits dans l'école d'art et de design d'Émilie Carr. Tout le monde était dans un environnement de motion capture et le corps était rendu comme un avatar numérique dans un même environnement virtuel. Et cet environnement virtuel était visible sur différents écrans. Et ce qui était intéressant là, c'était vraiment le mélange entre la réalité virtuelle et aussi une réalité augmentée, puisque si vous arriviez à voir ça, en faisant passer les écrans devant les corps physiques, tout d'un coup, on voyait sur l'écran le corps physique se transformer en corps virtuel. Donc les écrans étaient une sorte de fenêtre sur le monde virtuel, qui transformait le monde réel en monde virtuel. Donc ça, c'était déjà quelque chose d'assez intéressant. Donc on n'était déjà plus dans la frontalité de l'écran qui reproduit des images virtuelles qui sont en interaction avec le danseur, mais on était dans la transformation du physique au virtuel. Il y avait le côté téléprésence où dans ce monde virtuel-là, il y avait aussi quelque part au loin la danseuse à Montréal ou la voltigeuse qui était en bas dans la galerie, qui transparaissait aussi, mélangée avec les danseurs qui étaient dans le studio de mocap. Tout ça en temps réel, c'était une prouesse effectivement technologique assez importante et c'était un challenge pour les danseurs aussi dans la mise en place de ce genre de dispositif et dans l'écriture chorégraphique. Donc, comment danser avec l'autre lorsque l'autre n'est qu'un avatar sur un écran qu'on peut passer ou pas sur soi. Tout un tas de questionnements. Donc vraiment, là pour le coup, ça ouvrait à plein de questions par rapport à la danse, à la téléprésence, au virtuel, à l'augmenté. Est-ce qu'on pourrait dire peut-être qu'on est en face d'une redéfinition de la danse par rapport à ce nouveau type de dispositif? Je pense que le paradigme change, effectivement. Donc, même la physicalité des danseurs est différente. Le type d'interaction qu'on est en train de tisser est très différent. Et le type de métaphore qu'on suggère, et l'imaginaire qui émerge de ce genre de pièces extrêmement différent. Il y a aussi, on demande beaucoup pour l'instant du spectateur qui doit être patient, qui doit tolérer les bugs, les délais, les incohérences. Cette technologie est encore très fragile. Je pense que on est dans une phase d'expérimentation qui est encore un peu pas tellement mature finalement. Ce qui est intéressant vraiment, c'est
toute la possibilité de création, parce que cet environnement virtuel, c'est nous qui le créons de A à Z. C'est un environnement qui n'a d'existence que dans les mains du dramaturge ou du chorégraphe. Effectivement, on était capable de mettre des danseurs dans des situations qui étaient des situations très très loin du réel, sans gravité, ou dans des positions, des positionnements dans l'espace qui étaient complètement incongruentes, et du coup créer du fantastique, créer du magique. Voilà. Ou l'aspect de transformation, encore une fois, où ce corps, par exemple, un des avatars qu'on avait était un corps transparent. Donc cette transparence-là est encore quelque chose qu'on ne peut vraiment pas simuler dans la réalité, mais que la technologie pouvait créer. Donc à travers mon corps, on pouvait voir un autre danseur, ou on pouvait voir même la scène, etc. La possibilité des deux regards que tu as vers cette nouvelle création, comment tu la gères à partir de tes différents rôles, on peut dire, en tant que chercheur, chorégraphe, danseuse, ces différents rôles que tu prends à chaque fois en face de tous ces différents projets. Est-ce que ces trois rôles sont toujours présents, ou il y a des moments où il y a un qui est prioritaire par rapport aux autres? Par le passé, je pense qu'il y a toujours eu un qui a été prioritaire. Il y a eu dans certains projets le rôle de chercheur et le rôle de chorégraphe qui se sont emmêlés, où la création a été aussi nourrie par des questions de recherche et où la recherche était complètement, disons, avancée. Grâce à la pratique, donc à ce qui se passait dans le studio. Généralement, le rôle de danseur a toujours été plutôt un rôle identifié. Donc, quand je dansais, je n'étais pas nécessairement chorégraphe, ou je n'étais pas nécessairement chercheur aussi. C'est comme ça que ça s'est fait dans les projets que j'ai faits, mais maintenant, ça pourrait changer. Moi, je préfère garder les choses assez flexibles et pas nécessairement définir vraiment des casquettes prédéfinies pour chaque projet. Les installations aussi, j'ai beaucoup travaillé en collaboration, et quand on travaille en collaboration, je pense que les rôles ou les délimitations entre les rôles s'effacent un petit peu, donc on n'a pas l'ingénieur, le chercheur, on a vraiment un travail collaboratif autour d'une œuvre ou d'une question de recherche ou d'une question artistique, etc. Donc là-dessus, les choses peuvent s'en mêler aussi. Moi, je pense que je fais cette espèce de shift dans la même journée entre différentes casquettes de prof, enseignante, administratrice, chorégraphe, danseuse, chercheuse, etc. Et que ça a été des fois un peu difficile ou compliqué, mais que vraiment maintenant ça fait partie du métier que je fais, et ça fait partie de ce que j'apprécie de faire. Pour moi, quelque chose de très important à garder, c'est la pratique, la vraie pratique du studio, du corps, de la physicalité du corps. Je ne voudrais aucunement me passer de ça et simplement être dans la réflexion, dans l'abstraction. C'est vraiment quelque chose qui est en interaction totale avec le processus de recherche que je fais. Donc je ne veux pas du tout laisser tomber ni la création, ni le fait de bouger, d'être en mouvement, moi-même en tant que danseuse. Donc là-dessus, ça c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et que je défends vraiment au sein de ma communauté de recherche, de mon département, de mon équipe, etc. En reprenant les deux exemples, parce qu'on a quelque chose de concret de quoi parler, et si tu te places encore dans cette dynamique, dans les premiers exemples, cette dynamique de création, comment s'était passé
Est-ce que tu as un souvenir par rapport à l'expérience même de ceux qui ont participé, en parlant du corps, bien sûr, l'expérience sensible de ce projet-là, le premier et le deuxième? Alors pour Double Skin, Double Mind, ça s'est fait en plusieurs workshops. On s'est réunis, il y avait un noyau vraiment d'équipe de création de Double Skin, Double Mind. On était 5 personnes à peu près. Et on se réunissait une semaine tous les, on va dire 2 mois, quelque chose comme ça. Ça se passait beaucoup à Amsterdam. On a aussi été au Portugal à un moment donné. Et ce qui se passait, c'est que chacun de nous développait peut-être une partie de l'installation ou le glossaire qui accompagnait l'installation, etc. Et on se réunissait, on discutait de ça. On essayait aussi l'installation ensemble. Je me rappelle que avant de commencer l'installation, j'ai pris un workshop avec Emilio Greco lui-même et ses danseurs afin d'expérimenter ce que c'était que Double Skin, Double Mind dans mon corps, dans le studio, sans artefacts numériques, sans installation, rien du tout. Donc pendant une semaine, on a passé 8 heures avec Emilio Greco, on faisait du breathing, jumping, expanding, etc. Et dans le temps, je pensais que j'étais tout à fait capable de faire une semaine avec Emilio Greco. J'ai passé une semaine qui était incroyable, mais je suis rentrée à Paris avec une fatigue comme jamais j'ai été fatiguée parce que c'était vraiment, vraiment très difficile, quoi. Après, j'ai compris la demande qu'il avait physique, jusqu'où il pouvait emmener ses danseurs et ce que représentaient ces qualités-là qui travaillaient. Petite anecdote, c'est que des fois, pendant donc le workshop, il nous demandait de faire du jumping pendant des fois 40 minutes. Et donc, on finissait tous tellement exténués, dans un état de fatigue et de relâchement tel. Et là, il disait, ah, ça c'est une qualité. Là, je vois transparaître la qualité du release, quoi. Donc ça faisait partie du processus et j'ai trouvé que c'était vraiment important pour moi d'avoir passé cette semaine à danser avec lui pendant le workshop avant de vraiment m'immerser dans le numérique et dans la numérisation de ce que c'est que ces qualités-là. Je l'ai compris dans ma chair, j'ai eu des courbatures pendant une semaine après, mais j'ai bien compris de quoi il s'agissait, quoi. Et une fois appliqué les dispositifs, a changé en quoi cette expérience-là physique? Je pense que pour moi, ça a été vraiment juste la compréhension de ce qu'on voulait, que le danseur puisse atteindre. Et donc redéfinir un peu ce que c'est que ces visuels, comment est-ce le comportement de ces visuels-là. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un breathing vraiment? Quelque chose qui ne s'arrête jamais, une extension où on va toujours un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin. Ce n'est pas simplement un breathing in et un breathing out. Vraiment aller un peu plus en profondeur dans la définition des choses. Et de la même manière, je ferai un parallèle avec mon travail qui a suivi quand j'étais à Simon Fraser, où j'ai travaillé sur la Laban Movement Analysis. Pour moi, le fait d'avoir suivi une certification de 2 ans dans ces techniques-là, ça a beaucoup changé ma vision et ma compréhension du paradigme et même du système. Et ça a beaucoup, beaucoup changé la façon dont j'ai conçu les modèles mathématiques et informatiques qui avaient pour but de reconnaître ou de modéliser les caractéristiques de Laban. Donc, le physique permet d'avoir une compréhension en profondeur afin de modéliser, de passer au numérique, pour moi. En tout cas, c'est mon approche. Donc, on va continuer à discuter, mais avant, on va montrer autre petit extrait de notre travail.
En reprenant la question du corps, on a vu déjà dans les premiers extraits qu'on a une confrontation, une dynamique plutôt duel entre deux corps qui interagissent et on est tout aussi sur les possibilités qu'il y a les corps par rapport à la pédagogique. Après, on a vu, n'est-ce pas, un corps qui est capable de se diviser, de doubler, hein, à travers de toutes ces possibilités d'interaction à distance ou des avatars. Et maintenant, dans ce travail-là, donc on reprend la question de la capture de corps, mais j'aimerais bien que tu expliques un peu la différence de ce travail par rapport aux autres. Ce travail-là, en fait, moi j'ai contribué principalement en tant que danseuse. Mais je le connais très bien parce que c'était donc les chercheurs avec qui je travaillais à Simon Fraser qui l'ont développé aussi au sein du même projet où je travaillais en tant que postdoctorante. Ce travail-là, le danseur se transforme en un agent. Et donc là, c'est encore autre chose parce que nous, on a été pendant 3 jours ou 4 jours entraînés par Tekla Force pour reproduire certains comportements assez simples de marcher, s'accroupir, attendre, sauter, chuter, faire des choses comme ça. On a été simplement filmés par une caméra. Et puis chaque danseur, on était 13 je crois, a été rendu comme un agent vidéo comme ça. Et l'idée derrière, c'est qu'il y a tout un système informatique assez complexe, qui a de l'intelligence, qui permet à ces agents-là d'avoir un comportement génératif donc, et interactif. Donc, ces agents-là étaient faits pour être projetés sur un mur de façade où ils s'asseyaient sur une petite fenêtre, où ils marchaient sur un muret ou des choses comme ça. Et puis, ils pouvaient générer ces comportements-là de façon, donc pas aléatoire, mais qui délimitée par certaines contraintes qui sont programmées dans le logiciel, où l'utilisateur, le participant, le spectateur pouvait interagir avec eux et les faire bouger avec son téléphone portable. Donc tout d'un coup, on commence à donner au danseur virtuel, qui est l'avatar du danseur même, ce qu'on appelle agency, une capacité à prendre des décisions, à être son propre... à avoir une existence propre et en même temps à être en interaction et en dialogue avec le spectateur. Donc là-dedans, c'est encore un autre... donc on ne guide personne, ce n'est pas la pédagogie, on n'est pas en train de montrer le danseur sous une autre forme corporelle. Là, on garde le corps du danseur, l'image du corps du danseur, mais on lui donne... une intelligence artificielle qui lui permet de prendre des décisions, s'il est au sol, s'il chute, s'il marche. Et aussi, on mélange ça avec de l'interaction où, par moment,
l'utilisateur ou le participant, le spectateur, est capable de commencer à contrôler ces danseurs-là comme si c'était des marionnettes. Donc on marionnettise quelque part le comportement du danseur. Et ça, je pense que c'est une nouveauté quand même dans l'hybridation entre le monde de l'art numérique, l'art interactif et la danse. Et on passe encore à des paradigmes qui sont encore différents. Donc on n'est pas tellement dans le spectacle, on est vraiment dans l'installation, mais en gardant la physicalité du danseur. On voit par moments pendant cette installation-là des moments hyper beaux parce que des gros plans comme ça, portrait de danseur qui est en train de se prendre dans les bras et de se rappeler un moment émotionnel très dur ou très profond. Et là-dessus, c'était aussi un des comportements qui était généré. On les voit hésiter, on les voit être accrochés à une barre et puis avoir peur de tomber. Donc il y a beaucoup d'émotions, de sensations, de moments très humains qui ressortent d'un environnement extrêmement artificiel. Et là-dessus, je pense que cette installation était une réussite dans cette hybridation. Bon, je sais qu'il y a beaucoup à dire hein, parce que c'est un univers vraiment large, mais je voudrais que tu trouves une expression pour résumer cette passion des recherches entre le numérique et la danse. Est-ce que tu pourrais nous donner une piste par rapport à où tu trouves ces passions-là? Parce que ce n'est pas évident pouvoir travailler avec différents dispositifs que des fois c'est compliqué, qui prennent trop de temps. Oui. La technologie pose pas mal de contraintes. Je pense que c'est la volonté un peu de dépasser les limites de ce qui est possible, d'être un peu de devancer ce qu'un médium classique peut. Mais en même temps de garder la fidélité envers le corps et ce que le corps est capable de faire, de ressentir, d'exprimer. Donc pour moi la technologie là-dedans, ce qu'elle apporte est infini et donc elle est un médium qui va constamment questionner le corps. Et donc, si je peux résumer le pourquoi, c'est vraiment de dépasser les limites et de la technologie et de la danse. Et une dernière question, comment tu peux nommer ce type de danse? Alors, on peut la nommer danse augmentée ou danse interactive. Ou danse numérique, comme art numérique en particulier. Je pense que danse augmentée, c'est ce qui représente le plus ce qui se produit, parce qu'on a beaucoup vu des artefacts, on va dire, visuels, où il y avait une projection en face ou derrière les danseurs. Moi, j'ai énormément d'intérêt en le son et d'autres types de médiums qui peuvent accompagner la danse et interagir avec la danse, représenter le mouvement, être en dialogue avec le mouvement, augmenter le mouvement. Donc c'est pour ça que je vais utiliser le terme augmenter, même si je l'utilise avec un peu de prudence, puisque c'est un terme qui vient plutôt du côté technique, de la réalité augmentée, et donc qui suggère plutôt une vision technologique avec la primauté de la technologie sur le corps ou la physicalité. Mais je pense qu'il représente qu'il est le plus proche de ce qu'on veut faire. On peut dire danse cybernétique aussi. Enfin, je pense que chacun de ceux qui sont dans ce domaine-là, entre danse et informatique, ou movement and computing, si on veut,
en anglais, définit un peu presque sa spécialité. Si c'est les prothèses, le visuel, le son et le geste, etc. Mais dans l'ensemble, on fait tous la vision, on suit tous la vision d'augmenter le mouvement, d'augmenter la danse sur scène avec un médium technologique. Merci Sarah pour ta contribution. Je te remercie.